Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. On poursuit notre voyage au cœur de votre patrimoine et aujourd'hui on va prendre un petit peu de hauteur avec une grande témoin, on va dire. Catherine Bodonneau, bonjour. Bonjour. Merci d'être au rendez-vous, directrice marketing, offre et communication d'Alta Profit. Et vous venez nous présenter la 7e édition du baromètre de l'épargne en France et en région. Alors ce baromètre, il est réalisé par l'IFOP et c'est devenu, au fil du temps, un outil vraiment incontournable pour regarder, comprendre, décrypter le comportement des Français face à l'épargne, bien sûr, mais aussi face à des questions. Alors ça touche à l'épargne, mais à la retraite, etc. Alors on va rentrer dans le détail, bien évidemment, mais d'abord, j'ai envie de voir un peu dans quel état d'esprit vous étiez ou ce à quoi vous vous attendiez en commandant cette 7e édition et en se disant, bon, cette année, entre la politique, la géopolitique, l'économie, ça va pas être triste. Le contexte est quand même méga incertain. Qu'est-ce qui va nous tomber dessus ? Vous vous attendiez à quoi, entre guillemets ? Qu'est-ce qui va nous tomber dessus ? En plus, vous ne pensez pas si bien dire. Notre terrain, il a commencé le 31 mars. Il a fini le 11 avril. Au milieu, on a eu le 2 avril, avec le jour de la libération de Donald Trump, avec les marchés financiers qui se sont cassés la figure juste après. Donc effectivement, on est tombé à un moment très particulier. Alors, à quoi on s'attendait ? En fait, nous, ça fait 7 ans qu'il existe ce baromètre. Et nous, en tant que courtier et conseiller en gestion de patrimoine, on a besoin d'observer un peu l'évolution des comportements des épargnants, de savoir quels sont les besoins, quelles sont les attentes. Et depuis 7 ans, il y a des choses qui sont extrêmement stables. Il y a des comportements très ancrés. Et donc là, on regarde comment ça évolue. Depuis 2 ans ou 3 ans, on commençait à avoir des évolutions sur la retraite. Et on a voulu aller donc plus loin et regarder au fil du temps comment tout ça évolue. Alors, quand on regarde un petit peu justement toutes les données que l'on trouve dans votre étude, on s'aperçoit que les Français, ils sont encore 83% à continuer à épargner, mais qu'il y a une montée des profils, parce qu'on catégorise un petit peu quand même, on se fait mettre dans une case, quoi, et que les cases prudentes, elles sont quand même de plus en plus nombreuses. Qu'est-ce que ça nous dit de la psychologie des épargnants ? En fait, c'est normal parce que le monde est compliqué, donc on est prudent ? Ou ça nous dit autre chose ? En France, c'est normal. En tout cas, on l'observe depuis très longtemps. D'accord. En France, il y a 2 comportements qui sont vraiment ancrés. C'est 1, on épargne. Quoi qu'il arrive, on épargne. Dans les 7 ans, on a traversé la crise du Covid, on a traversé l'année 2022 avec la chute des marchés financiers, on a traversé donc cette année qui était très particulière. Quoi qu'il arrive, on épargne. En revanche, on épargne plus qu'on investit. On n'investit pas vraiment quand on est français. Et oui, et ça nous donne notamment des produits sans risque. Et donc, exactement. avec peu de... Oui, on a une aversion au risque qui est très, très marquée, très profondément ancrée. Qu'est-ce qui explique cette baisse d'intérêt finalement pour les produits un peu plus risqués, la notion de risque, etc. Pourquoi ça ne fonctionne pas en fait ? Moi, je dirais que c'est culturel en France. Alors, on sait qu'il y a un manque de culture financière, particulièrement marqué en France. Et en général, quand on ne connaît pas, on a plus peur de l'inconnu. Et donc, on maîtrise mal les produits financiers et on maîtrise mal la manière d'investir. Donc, il y a des projections qui sont faites. On associe toujours la bourse à la spéculation, par exemple. On ne voit pas l'investissement sur le long terme. Donc, je pense que c'est tous ces éléments-là, en fait, qui contribuent à cette aversion au risque très, très marquée. Il y a, dans ces produits-là, on a aussi les produits, et on en parlait en début de programme avec David Calfon, l'ESG, tout ce qui est responsable. C'était très en vogue, j'ai presque envie de dire, ça a été à la mode. Et puis, on s'aperçoit qu'il y a moins de goût maintenant. Vous l'avez constaté, vous l'expliquez ou pas ? Alors, on a vu une montée de l'intérêt pour tout ce qui est investissement responsable sur les 2-3 dernières années. Et là, cette année, moi, je dirais que c'est la grande perdante de l'année 2025. On voit que ça retombe. Alors qu'il y a eu des efforts de fait de la part des distributeurs sur les produits, il y a eu des efforts de fait de tout ce qui est autorité de contrôle, c'est très encadré. Donc il y a une communication qui est très transparente sur ces sujets-là. Et là, en 2025, ça décroît à nouveau, effectivement. Dans votre étude, on peut aussi s'intéresser un petit peu, on va dire, à la sociologie. Et on voit que les cadres, que les hommes jeunes, que les franciliens prennent plus de risques. Comment est-ce que vous
vous lisez, vous interprétez finalement ces écarts un petit peu sociaux, territoriaux dans les comportements d'épargne? Je le relie à deux choses. D'une part, cadre, CSP+, francilien, tout ça c'est quand même assez corrélé. Et ça veut dire aussi plus d'argent disponible, donc plus de capacité à prendre de risques. Ça veut aussi dire assez souvent une culture financière un tout petit peu plus développée. Et après, ce qui est bien, c'est que chez les jeunes, il y a plus d'appétence pour prendre un petit peu de risque. Et c'est bien puisque c'est quand on est jeune et qu'on a du temps devant soi qu'il faut le faire. Donc c'est très bien, voilà. Les marchés risqués, entre guillemets, vous pouvez prendre du marché financier en étant jeune, sur longue période, normalement. Ça fonctionne plutôt pas mal. On reste un petit peu dans la sociologie, mais c'est vrai que l'écart entre les hommes et les femmes, sur notamment l'aversion au risque, il est toujours là. Est-ce que ça vous tient particulièrement à cœur? Est-ce qu'il y a un message que vous avez envie de véhiculer? On le sent un peu quand on parcourt votre publication. Cette année est une année spéciale, puisque le 13 juillet 2025, on va fêter les 60 ans de l'indépendance financière des femmes. Donc ça ne fait que 60 ans que les femmes peuvent travailler et peuvent avoir un compte bancaire sans demander l'autorisation de leur mari. C'est quand même incroyable de voir que ça ne fait que 60 ans. Ça n'a que 60 ans, oui. Et donc cette année, on a voulu faire un focus, on allait regarder vraiment les différences de comportement entre hommes et femmes. Et effectivement, on voit des différences. Les femmes épargnent autant que les hommes, mais pas de la même manière. Et l'aversion au risque dont on parlait tout à l'heure, elle est encore plus marquée chez les femmes. Voilà donc pour quelques questions un petit peu sociologiques. Dans les thématiques aussi, il y en a une bien évidemment dont on parle énormément et quasiment même quotidiennement sur les grands médias, c'est la question de la retraite. On voit ce conclave qui n'en finit plus. Et pourtant, même si on nous en cause tous les jours, même s'il y a des milliers de Français qui ont manifesté sur ce sujet-là, on voit que les actifs, il n'y en a que 28% qui pensent que leur retraite sera assurée par le régime par répartition. Est-ce que c'est un signal d'alerte? Est-ce que ça révèle ce désengagement croissant vis-à-vis de notre système de retraite, finalement? Moi, je trouve que ça révèle une prise de conscience. Et en plus, une prise de conscience bienvenue, parce qu'il était temps. Ça fait quand même des années qu'on en parle. Ça fait des années qu'on dit il faut se prendre en main, il faut préparer par soi-même sa retraite sur le plan financier. Et là, quelque part, avec tout ce qui s'est passé avec la réforme des retraites de 2023, avec le conclave aujourd'hui, etc., il y a une vraie prise de conscience. Alors, certes, c'est accompagné d'un pessimisme croissant, parce qu'on a 72% des actifs qui pensent que leur niveau de vie va baisser une fois la retraite. Et ces 72%, on avait fait la même mesure au mois de novembre, donc il y a 5 mois à peine, par rapport au terrain d'enquête. On a encore pris 5 points de plus. Donc c'est un pessimisme qui est croissant. Donc ça, évidemment, ça fait plaisir à personne, mais en revanche, ça s'accompagne d'un passage à l'acte et d'une prise de conscience que, ça y est, il faut épargner par soi-même. Et pourtant, je vais dire presque moitié-moitié, parce qu'en fait, coup de bol, on est un petit peu au-dessus de la moitié, mais 53% seulement des actifs ont souscrit un PER. Alors, 53% sont prêts à le faire ou l'ont fait. Ah oui, on n'a pas encore 53% qui ont souscrit. On aimerait bien. Ou sont prêts, oui, en plus. Voilà. Bon, alors, ok. Parce que, et là, effectivement, 53, ou ça varie, 53, 55% sont favorables, en tout cas, au PER. Donc, à l'intérieur. Oui. Et ce qui est bien, alors, en fait, dans les 53%, il y en a 19% qui l'ont déjà fait. D'accord. Et le reste, ce sont des intentionnistes. C'est pas mal déjà. Enfin, mais allez-y. Oui, mais dans ce socle, ce qui est bien, c'est que le passage à l'acte augmente. Donc, on a de moins en moins d'intentionnistes et de plus en plus de personnes qui l'ont fait, qui l'ont réellement souscrit. Pour autant, il y a un petit problème sur les inscriptions que vous notez. Un recul, notamment. C'est dû à quoi? Il n'y a pas assez d'infos? Le produit, même si on l'a assoupli, est encore trop rigide. C'est vrai que les Français, quand on leur parle d'un produit qu'ils vont souscrire maintenant, même si on leur colle des économies d'impôts, mais qui pourront le toucher qu'à leur retraite, même s'il y a des cas anticipés, dont celui de la résidence principale, qui n'est pas un cas dramatique, parce que généralement les cas anticipés, c'est un peu dramatique, donc c'est pas très rigolo. Ou c'est juste que finalement, parce que c'est la crise, ils ont d'autres priorités budgétaires? C'est tout ce que vous avez dit. Alors, dans la base des réfractaires au PER, il y a d'abord, en premier motif, c'est effectivement l'arbitrage dans les priorités financières. Il faut d'abord finir ses fins de mois,
Il faut rembourser ses prêts et ensuite on pense à sa retraite. Ensuite, on a 2 motifs qui sont vraiment en lien avec le produit. Donc effectivement, le fait que les sommes soient bloquées, c'est un frein. Et la carotte fiscale ne s'adresse pas à tout le monde. Et effectivement, la carotte fiscale, ça s'adresse d'abord aux tranches marginales d'imposition les plus élevées. Donc c'est normal. Ensuite, en termes de motifs, on a aussi ceux qui pensent que c'est trop tôt ou ceux qui pensent que c'est trop tard, selon leur âge. Mais en tout cas, ce qu'on constate depuis 2 ou 3 ans, c'est que notre base d'intentionnistes ou de ceux qui sont favorables au PER est stable, aux environs des 55%, et le reste, ce sont des réfractaires qui restent stables aussi. Dans les thématiques que l'on trouve, outre ces questions de retraite, bien sûr, il y a, et on en a déjà dit un mot au début, il y a tout ce qui concerne un petit peu l'investissement responsable, on va dire. Et c'est vrai que pendant très longtemps, dans ce domaine-là, de l'ESG, on excluait ce qui concernait l'économie de défense. Quand on fabriquait des armes, des missiles, des bateaux, des avions, des chars, c'était pas beau, ça sentait mauvais, il fallait surtout pas en avoir. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'un tiers des Français est prêt à investir dans l'économie de défense. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé, les Français sont attentifs à ça. Il faut resituer le terrain d'enquête. Fin mars, début avril, c'était juste après toutes les prises de parole du mois de mars, toujours en lien avec les prises de position de Donald Trump, tous les messages qui ont eu lieu à ce moment-là en Europe et en France sur la nécessité de s'occuper de la défense nationale et la nécessité d'orienter l'épargne des Français vers ce domaine-là. Ouais, on a parlé d'emprunt, etc. Exactement. Plein de choses, ouais. Et il y avait le fonds BPI France qui était en projet, qui a été présenté avec quelques paramètres qui avaient déjà été donnés à ce moment-là. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on a posé les questions dans le cadre de notre baromètre. Et donc, effectivement, il y a 29% des personnes interrogées qui disent « oui, pourquoi pas, je mettrai mon argent pour la défense nationale ». Et justement, si on se dit qu'on réagit plutôt rapidement à des questions d'actualité, à des questions un peu morales, éthiques, etc., quand on est dans ce domaine patrimonial, quand on conseille les Français, les épargnants, on se dit que finalement, on a son rôle à jouer aussi d'éducation, de faire comprendre, pas juste que de constater, mais d'accompagner aussi ces mouvements-là. C'est un peu ce que vous dites en découvrant ces réponses ? Complètement. Parce que quand on voit à la fois les motivations et les freins pour aller vers ce type de placement, on voit bien qu'il y a un besoin d'information et de pédagogie pour expliquer les produits pour investir dans la défense nationale, c'est quoi ? Quel type d'entreprise on va aller financer ? Le marché de la défense, vous l'avez dit, il était exclu quasiment de tous les OPCM. On n'avait pas ces types d'entreprises. Et aujourd'hui, on dit qu'il faut y aller. Donc, alors souvent, on le met sous un autre vocable. On dit souveraineté. Exactement, le mot souveraineté, effectivement. On ne dit pas défense. Ça évite de dire qu'on avait tort. Mais quand on regarde les freins, pour ceux qui ont dit non, je n'irai jamais sur ce type de produit, il y a plein de freins différents. Il y a à nouveau la crainte que ce soit des produits financiers risqués. Mais il y a aussi des freins plus éthiques. Et effectivement, on a beaucoup communiqué sur les critères ESG dernièrement et on disait ESG égale on enlève l'armement. Alors qu'on peut investir dans la défense sans être anti-ESG. Oui. Pour terminer, qu'est-ce qu'on retient de ce baromètre 2025 en fait, pour peut-être mieux orienter ces choix patrimoniaux, surtout quand on voit qu'on évolue dans un contexte troublé ? Moi, j'ai envie de rappeler que il suffit pas d'épargner, c'est bien d'investir. Si on veut faire fructifier son argent dans un patrimoine, il faut investir. Et investir, ça ne veut pas dire forcément prendre des risques. Si on s'inscrit sur du long terme, il y a plein de façons d'investir, il y a plein de façons de souscrire des différents fonds. Si on s'inscrit sur du long terme, on maîtrise le risque. Et c'est le moyen pour faire fructifier son patrimoine. Et comme le dit très souvent un de nos intervenants réguliers, Stéphane Van Nuffel, pour ne pas le citer, prendre un risque, ça n'est pas forcément avoir un accident en plus. Exactement. Merci beaucoup Catherine d'être venue nous lire ce baromètre, donc Catherine Baudonneau, pour Alta Profit. À très bientôt. À bientôt. Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur.